Nous allons donc tenir ce webinaire sur la cybersensibilisation. Nous avons plusieurs consultants qui sont présents et nous souhaitons, à l'occasion de ce euh, webinaire, table ronde, enfin, on était parti sur un webinaire et on avance maintenant plutôt sur une table ronde, dans l'idée de pouvoir discuter de, si ce n'est de solutions, du moins de comment poser les problèmes par rapport à la cybersensibilisation. Donc, une, euh, une, euh, une chose qui est importante par rapport à ce qu'on constate dans la cybersensibilisation, c'est bien sûr le facteur humain, et en particulier s'il y a quelque chose auquel on souhaite, nous, s'attaquer et dont on souhaite discuter, c'est cet aspect facteur humain, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ingénierie sociale dans le domaine de la cybersécurité. Alors, la question qu'on souhaite poser dans ce webinaire, et en réalité qu'on souhaite poser dans cette table ronde, par rapport aux questions qui se posent pour les consultants en cybersécurité, c'est de savoir pourquoi la cybersensibilisation, en quelque sorte, la sensibilisation à la sécurité informatique, elle est si difficile. Dans les organisations, vous avez eu l'occasion de constater pour votre part que vous vous êtes heurté à des obstacles. Ces obstacles-là, eh bien, ils ont le mérite de se présenter à nous et de constituer une comment dire, des problèmes qui se posent dans la société, dans les entreprises, dans les organisations. Et notre souci, c'est justement de nous interroger sur les quelques obstacles, enfin les obstacles principaux en termes de cybersensibilisation, de façon à pouvoir bien sûr les lever, de pouvoir présenter des axes de remédiation en quelque sorte par rapport à cette situation. Alors, moi je vais en détailler deux, trois, et puis je laisserai Cédric abonder et nous faire part de son expérience. Donc, une chose qui se présente en quelque sorte, c'est d'abord et avant tout le fait que les personnes, les victimes de cybersécurité ou potentielles victimes, hein, donc les utilisateurs, n'ont qu'une connaissance évidemment partielle, mais aussi comment dire, un ensemble d'éléments qui se présentent et qui sont en fait faits par les opérateurs de l'informatique, les fameux GAFAM, dans cette économie de la connaissance, enfin de la donnée, mais aussi de la connaissance d'ailleurs, cette économie de la data, dans laquelle l'objectif c'est de pouvoir recueillir le maximum de données. On est bien sûr encouragés les uns les autres à offrir ces données par différents biais. Il y a toute une ingénierie qui a été construite autour de la donnée et qui, du coup, avec pour objectif de faciliter, bien sûr, la vie des utilisateurs. Alors, disons que ça, c'est l'argument commercial de ces GAFAM, mais le résultat, c'est qu'effectivement, beaucoup d'utilisateurs ont l'habitude de donner un certain nombre d'informations les concernant, donc toutes ces données qui seront effectivement exploitées par les opérateurs qu'on connaît. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même très important et qui fait quand même que c'est difficile comment dire, de sensibiliser parce qu'on se heurte par définition à cette limite. Alors, une autre limite, c'est bien sûr le fait que les process en entreprise ne sont pas forcément construits, n'ont pas été construits autour de la cybersécurité. Et le problème, c'est que quand on a des process qui sont établis, qui sont mis en œuvre, eh bien, il faut pouvoir ensuite les retransformer, ce qui implique un investissement. Et donc, ça veut dire évidemment
une situation dans laquelle il y a des investissements supplémentaires non prévus à budgéter et donc qui constituent justement une limite par rapport à la cybersécurité. Donc voilà quelques-uns des axes. Alors je vais laisser Cédric peut-être nous faire part de son expérience. Ouais. Merci David. Faut bien comprendre aujourd'hui aussi que le contexte, les contextes autour de la sécurité de l'information a beaucoup changé, beaucoup évolué. Si on reprend l'année 78 avec les lois les lois de liberté informatique, on était déjà dans cette réflexion de la donnée personnelle, ou la donnée du moins, ça a une valeur commerciale, ou ça a une valeur sur laquelle la loi informatique et liberté, c'était quand même pour protéger l'utilisateur et protéger le citoyen par rapport à ces données personnelles pour que ces données ne soient pas exploitées ou soient affichées, enfin tous ces principes-là, le fichier S, tout ça. Mais en 78, ça a soulevé un peu le truc, mais ça a fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est rentré, on va dire, dans les mœurs parce que l'informatique et toute la digitalisation n'était pas au niveau qu'on a aujourd'hui. Qui plus est, effectivement, la donnée étant maintenant une valeur, étant monétisée, notamment avec les GAFA, des choses comme ça, on voit l'évolution du cadre législatif avec la partie RGPD. Finalement, aujourd'hui, on constate que les instituts, tout ça, c'est effectivement se disent, voilà, les données, il faut faire attention, etc., mais il n'y a pas forcément eu sur une sensibilisation. Enfin, il y a des outils de sensibilisation. Il y a des instituts qui aident à promouvoir toute cette sensibilisation. Sauf que le citoyen, pour l'instant, il dit pourquoi moi j'ai donné mes données, mais je fais assez confiance aux personnes à qui j'ai donné mes données pour sécuriser ces données-là. Et si je les ai données, c'est effectivement par acquis de conscience, ou alors ça peut être effectivement complètement indépendant, mais il y a peut-être déjà une volonté de ce choix. Donc la sensibilisation, finalement on se dit pourquoi je ferais de la sensibilisation, pourquoi je m'intéresserais à faire attention finalement, puisque mes données, moi je les trouve pas forcément très pertinentes. Elles sont protégées par les systèmes informatiques, donc c'est pas mon problème, c'est l'informatique de gérer ces données-là. Et puis on voit juste on va dire, son nombril et sa petite échelle, on ne voit pas effectivement dans la masse. Les données très importantes aujourd'hui, les plus importantes que les gens vont considérer, c'est effectivement leurs données bancaires. Mais leurs données nom, prénom, leurs données personnelles, c'est pas, ça les embête pas. Pourtant, ça laisse un vecteur autour de finalement l'usurpation d'identité ou des choses comme ça. Mais bon, de fait, le contexte a changé. On a mis de plus en plus en avant les cyberattaques, la cyberguerre, tout ça, toutes les menaces cyber, avec les derniers événements qui se passent en Ukraine et en Russie, donc la guerre actuelle, qui effectivement est une guerre mondiale au niveau de la cyber. Il n'y a plus de frontières. Mais pour tout ça, on est encore à la traîne finalement sur la sensibilisation, sur même l'éducation, l'hygiène numérique, des choses comme ça. On a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'on a effectivement les contraintes qui sont que, ça coûte de sensibiliser. C'est pas forcément prévu à tous les budgets. C'est pas des choses où on se dit, faut regarder toujours le bon côté, le côté de productivité, de production. Ça, on produit rien avec la sensibilisation. C'est vraiment une assurance, une garantie, mais ça n'a pas de plus-value en soi autre
que cette assurance. Deux, c'est pas forcément les priorités, effectivement. Tout simplement parce que on revient au premier point, hein, mais forcément, à qui je vais pouvoir m'adresser, comment je vais pouvoir le monter, donc forcément, ça prend du temps à réfléchir tout ça. C'est pas la priorité, il y a d'autres choses à faire à court terme, plus que ça. Ensuite, en troisième point, le fait que quand on est intéressé, quand une entreprise est intéressée, une toute petite entreprise, j'entends, hein, je ne parle pas des grosses entreprises qui, elles vont avoir déjà leur process, enfin tout ça, puis ils ont des enjeux, ils ont des enjeux stratégiques avec ça. Typiquement, si on prend l'ISO 27001, quand une société se met à se certifier ISO 27001, c'est qu'elle a un intérêt derrière. Sinon, elle ne le fait pas. Elle n'a pas, ça coûte, et donc on ne fait pas. Et dans l'ISO, forcément, on demande de la sensibilisation, donc ça inclut dans le package, on va dire, de l'ISO. Quand une entreprise, donc une petite entreprise finalement, qui se retrouve à moins de 50 personnes, elle n'a pas ces enjeux, donc pourquoi effectivement faire de la sensibilisation? Donc ça, c'était le premier point. Mais finalement, quand elle est intéressée par ça, elle ne sait pas forcément vers qui se retourner. C'est pas vers qui chercher de la sensibilisation ou il y a des sociétés qui le font, mais elles ne sont pas forcément mises en avant ou directement en visibilité pour cette société qui plus est, ce n'est pas forcément leur cœur de métier. Voilà. Donc, les difficultés, effectivement, de pouvoir, finalement, quand on s'y intéresse, de pouvoir, effectivement, rencontrer quelqu'un qui peut se proposer ses services, quoi. Alors, moi je rajouterais juste un petit point, c'est que en ce qui concerne la sensibilisation, un aspect qui est quand même à regarder et qui peut nous interroger, c'est le fait que toutes ces sensibilisations sont faites de façon individuelle. Donc, si vous regardez le MOOC de l'ANSSI qui a été proposé, beaucoup de préconisations sont faites, mais sont faites de façon individuelle sur le fait de sauvegarder ses données, sur le fait de ne pas laisser son ordinateur ouvert, sur le fait de ne pas cliquer sur tel ou tel lien, etc., etc. Alors, moi je trouve que par rapport à cette situation, il y a un petit problème de distorsion parce que en réalité, les utilisateurs, quand ils sont en entreprise, ils sont en permanence à se voir dire que ils n'ont pas le droit, par exemple, d'aller dans telle partie du système, ils n'ont pas à s'intéresser à tel ou tel dossier qui ne les concerne pas, etc. En réalité, donc tout ça, c'est plutôt des choses qui sont logiques, mais du coup, la barrière qui est, le fait de sensibiliser les utilisateurs en ne faisant que les mettre en avant justement leurs responsabilités individuelles, ça fait figure de limite et ça peut justement provoquer un effet un peu psychologique qui est de dire bon si moi je suis pas censé avoir des responsabilités, pourquoi en serais-je responsable? Oui, pardon, Jérôme? Non, je disais les deux sont liés. En fait, le pro et le perso, pour moi, ils sont énormément liés. On le voit même dans les usages en entreprise. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se connectent aussi, soit depuis leur poste ou depuis leur mobile. On a ces usages qui sont déjà, qui sont flous, on va dire. Et pour rebondir sur ce que disait Cédric, tu parlais d'éducation. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça parce que c'est à titre individuel et à titre professionnel, en fait. Pour moi, si on prend les deux approches, c'est quand même différent, mais c'est là où je dis les deux sont liés. Mais si on est soi-même convaincu déjà de la nécessité de faire attention à ses données, ses mots de passe, avoir des bonnes pratiques, des outils, surtout qu'aujourd'hui, on a du recul. Si on en est convaincu déjà à titre personnel, je pense qu'on véhicule aussi cela. Et après, de côté entreprise, il faut que ça descende vraiment de la direction, en fait. Il faut que ça soit suivi, il faut que ça vienne de la direction.
Cédric, tu disais qu'il n'y avait pas une valeur ajoutée. Moi, je suis pas forcément d'accord. Alors, elle n'est pas palpable. Elle n'est pas palpable dans le sens où il n'y a pas un retour sur investissement, mais ça met quand même l'entreprise dans un mindset en fait. Et c'est là où, pour moi, ça peut faire une différence, même si l'entreprise elle n'est pas appétente à la cybersécurité. Le fait de faire ça, je trouve que ça met tout de suite aussi un certain mindset. Et après, dans les moyens de le faire, aujourd'hui, je pense qu'on a essuyé quand même. Enfin, j'ai vu beaucoup de webinaires aussi ou des vidéos enregistrées qui sensibilisent. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu bancaire sur les différentes lois, etc. Mais je pense que l'approche, elle n'est pas assez concrète. Aujourd'hui, en plus, on a beaucoup d'incidents de cyber qui pourraient être beaucoup plus concrets pour les gens à qui on parle, en fait, leur montrer l'impact que ça peut avoir. Et après, c'est l'approche. Peut-être plutôt le faire en petit comité, faire des ateliers un peu même comme on fait là, plutôt que d'avoir une vidéo préenregistrée qu'on met tous play et en fait, tu fais autre chose à côté. Là, tu es dans un échange. Les gens seraient peut-être plus sensibilisés. Je passe la parole. Alors, J'avais pas levé la Michael main, pardon. qui a levé la main. Ouais. Oui, alors, je vais juste, parce qu'on ne se connaît pas tous, mais je vais me présenter très rapidement. Alors, je ne suis pas un spécialiste cyber, mais toutefois, j'ai été DSI pour un labo pharma pendant 3 ans. Et donc, j'ai été confronté à des attaques, à des histoires de phishing. Donc, voilà, c'était un laboratoire où il y avait à peu près 300 utilisateurs. Et donc, ces sujets-là aussi, j'ai été confronté au sujet de sensibilisation. Très rapidement, voilà, je vous donne un peu mon opinion. C'est juste qu'effectivement, dans les sujets de sensibilisation, il y a un peu une matrice. Il y a l'entreprise et les grandes entreprises qui sont très avancées et les plus petites. Déjà, et la manière d'aborder les choses avec les deux, c'est pas du tout la même chose. Et ensuite, il y a pour l'utilisateur, au niveau de l'utilisateur, entre le perso et le pro, c'est pareil. C'est pas du tout la même chose. Il y a une vraie scission dans l'approche, moi il me semble, des collaborateurs dans leurs outils du quotidien entre la vie perso et la vie pro. Pourquoi ? Parce que quand ils utilisent des outils pro, ils font confiance beaucoup à leurs outils, ils font confiance à leur entreprise pour les protéger. Et ils restent aussi dans un cadre que dans la vie perso, c'est leur responsabilité, on parlait de responsabilité. Donc il y a une vraie scission. Quand j'utilise quelque chose de perso, je suis responsable. Quand j'utilise quelque chose de pro, c'est la boîte qui est responsable. Si je fais une erreur, c'est parce qu'on ne m'a pas bien formé. Si je fais une erreur, je fais n'importe quoi, c'est parce que les process ne sont pas bien en place. Il y a une vraie approche différente dans la mentalité des utilisateurs quand ils sont dans leurs outils du quotidien et dans les outils de leur entreprise. Alors, si on reste ensuite dans les petites entreprises, on va dire, PME et ETI, moi, ma vision des choses, en fait, dans les histoires de sensibilisation, on disait les victimes. Dans ce contexte-là, les victimes ne sont pas les utilisateurs, ce sont les entreprises. Il ne faut pas oublier que ceux qui payent le prix fort des attaques, qui ne peuvent plus tourner, qui ont derrière qui vont payer la facture, c'est jamais l'utilisateur. L'utilisateur ne va pas se faire virer parce que malheureusement, il a chargé un truc avec un virus dans le. Enfin, c'est très rare. Moi, j'ai jamais. Ça peut arriver. En tout cas. Voilà. Moi, je savais. On a eu des attaques. On a passé des nuits à remettre les fichiers partagés en place. On savait très bien d'où ça venait. Il n'y avait pas derrière un conseil de discipline en disant vous avez fait une erreur, vous êtes viré. Jamais. Voilà. Donc, ça a coûté à l'entreprise simplement la nuit passée d'intervention. Ça coûte. La vraie victime, c'est l'entreprise. Ça, c'est mon opinion. Et en fait, quand on a cette vision-là, c'est-à-dire que ceux qui se structurent créent des zones de frottement opérationnel, c'est-à-dire que quand l'entreprise prend le sujet en main et dit on va mettre de la sécurité, on va sensibiliser, etc., le fameux top-down, eh ben, ça crée des zones de frottement dans la vie des utilisateurs, dans leurs opérations. Personne ne donnerait son login et mot de passe à qui que ce soit. Sauf que quand l'entreprise crée beaucoup de contraintes sans anticiper des sujets de SSO et compagnie, et puis il y a plusieurs logins, plusieurs mots de passe pour des dizaines et des dizaines de systèmes différents, les utilisateurs, dans leur quotidien opérationnel, ils font malheureusement l'erreur de base, c'est ils vont avoir un petit post-it où ils vont marquer leur login, mot de passe. Je vous donne cet exemple parce que je l'ai vécu, où ils vont se filer les mots de passe parce qu'il n'y a pas de délégation d'intervention dans le système. Donc ça,
les erreurs qui peuvent être perçues comme les choses les plus basiques, en fait, c'est dû tout simplement à un moment donné, on crée des zones de frottement dans le quotidien, dans l'opérationnel. Et l'opérationnel prime toujours finalement. Donc, je voulais juste, voilà, les messages, c'est ça. Il y a vraiment des différences entre les grandes et les petites entreprises, vie perso, vie pro, et la responsabilité. Et en fait, les victimes, c'est l'entreprise. Donc, c'est à eux de prendre le sujet et c'est à eux de créer le moins de zones de frottement possible opérationnellement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, moi, juste, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Michael. Parce que effectivement, oui, effectivement, les victimes, c'est souvent les entreprises, et derrière, il y a toute une responsabilité collective qui est engagée. Sur l'aspect zone de frottement, justement, moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé en introduction du fait que les opérateurs de l'informatique se proposent de simplifier notre vie à différents niveaux, et du coup, pour récupérer des données, permettent de donner tout un tas de facilités, précisément, la contrainte, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, d'autant plus qu'on ne la comprend pas. Et justement, cette distorsion qui existe entre, d'une part, le grand public et le fait que dans la vie de tous les jours, dans ses usages courants, on soit effectivement, on puisse avoir la vie facilitée. Par exemple, votre navigateur qui enregistre vos mots de passe et qui vous évite d'avoir à en retenir 50 000, ou alors, bon, moi je sais très bien que sur les mots de passe, il ne faut pas utiliser le même tout le temps, mais enfin, s'il faut en retenir 50 différents, au bout d'un moment, on ne s'en sort plus. Donc, il y a effectivement l'ensemble de ces éléments qui sont en réalité des contraintes. Et ces contraintes-là, excusez-moi, ces contraintes-là, justement, elles ne sont acceptées qu'à la condition de bien comprendre les enjeux. Et la compréhension des enjeux, justement, il faut qu'elle soit mise en avant, et mise en avant d'une façon qui soit parlante. Alors, on reviendra sur cet aspect-là, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se présente pour nous comme étant une proposition, mais justement, parvenir à mettre au centre des préoccupations des enjeux qui soient des enjeux sociétaux, en quelque sorte, ou des enjeux personnels, d'organisation, etc., et qui, du coup, soient contrebalancent en quelque sorte les contraintes, oui, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a Cédric qui a demandé la parole. Ouais, c'était pour réagir par rapport à ce que disait Michael sur effectivement l'entreprise, les collaborateurs d'entreprise se disent bon c'est à l'entreprise de sécuriser ses données, des choses comme ça, et genre c'est pas ma responsabilité. Tu disais aussi que les utilisateurs faisaient plus attention sur leur côté perso, sur les outils, sur le côté perso. Sauf que je pense, alors c'est ma vision, je pense que c'est pas forcément vrai, dans le sens où ils se disent c'est aux outils de faire attention à mes données, et donc à ceux qui ont fabriqué ces outils de prendre leurs responsabilités là-dessus. Si moi j'ai fait une mauvaise manipulation, c'est pas de ma faute, c'est de la faute c'est de la faute de l'outil. Pour exemple, moi j'ai eu plus d'une fois des contacts avec des gens, des utilisateurs qui nous appelaient en disant j'ai supprimé le mail de la corbeille, je veux que vous le récupériez. Mais on voit bien que, et en plus ça partait en mauvaise foi, puisque jamais ils te disent qu'ils ont voulu supprimer ce mail, il faut le récupérer, alors que tu as eu plusieurs actions quand même qui ont. Enfin, il n'y a pas de non-répudiation, quoi. Enfin, tu peux pas répudier ça parce que tu l'as bien fait exprès, quoi. Mais non, ça partait sur de la mauvaise foi en disant non, c'est aux outils de récupérer mon mail, je récupère mon mail. Sur les mots de passe, effectivement, quand on va dire il faut 50 mots de passe, on en a déjà un, c'est compliqué à retenir. Et puis, quand on en a avoir 50, même après, on a des outils, il faut se former aux outils, des choses comme ça. Donc, ça revient toujours à la même chose.
où l'humain il est feignant et donc il aime faire des choses simples et puis il délègue toutes les tâches compliquées et toutes les responsabilités à des outils s'il y a besoin. Et puis comme les outils sont gérés par quelqu'un ou ça rentre dans la responsabilité de cette personne, cet éditeur et des choses comme ça. Là, avec la période Covid qu'on a passée, des choses comme ça a montré aussi, beaucoup de gens sont partis en télétravail et je pense que ça a fortement relancé, ou du moins ça a amplifié la non-séparation, finalement, le rapprochement fort entre vie pro, vie perso, l'utilisation des outils informatiques dans son milieu, à son domicile, des choses comme ça. Donc on est resté sur cette idée que l'outil étant celui de l'entreprise, c'est à eux de gérer des choses comme ça. Après, sur la sensibilisation, je voulais revenir aussi sur ce point. Quand on veut sensibiliser aujourd'hui, on a plein de moyens, il existe plusieurs moyens. Il y a des sociétés qui font de la gamification, il y a des sociétés qui sont très classiques avec de la sensibilisation en présentiel et puis avec 2 heures de sensibilisation. Tu as aussi des plateformes, il y avait les MOOC. Tu as plein de méthodes et ce qu'il y a, moi, sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que toutes ces méthodes, elles sont très orientées, très quand même techniques. Donc les utilisateurs qui ne sont pas forcément des gens de l'informatique, je suis rentré dans une boîte il y a quelques années et puis moi qui venais du monde informatique, j'ai commencé à parler aux usagers, aux utilisateurs des systèmes informatiques. Je me suis pris un mur, parce que mon langage ne correspondait absolument pas à leur langage. Donc, on n'avait pas le même référentiel, tout ça. C'était assez compliqué. Il fallait s'adapter, des choses comme ça. Donc, en sensibilisation, quand on parle trop technique, finalement, notamment, on écoute le MOOC. Le MOOC, c'est au moins 8 heures de sensibilisation. Ils vont effectivement avoir une partie très technique sur qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'un client et des choses comme ça. C'est gonflant, quoi. Et effectivement, les sensibilisations, ce qui est présenté, c'est que négatif. Ne laisse pas ton bureau ouvert. Ne laisse pas tes post-it avec tes mots de passe. Ne fais pas, machin. Et en plus, c'est abstrait. Abstrait dans le sens où, on revient à ce qu'on disait au début, c'est une donnée. Une donnée, concrètement, les sociétés savent la monétiser. Un utilisateur, lui tout seul, ça lui parle pas. Autant lui dirait, tu as des bijoux, tes bijoux, ils ont de la valeur, et puis, faut les sécuriser, donc tu mets en coffre-fort. Ça parle, c'est concret parce que ça a on va dire des centaines d'années de connaissances. C'est rentré dans les mœurs. Et effectivement, on sait qu'un bijou, ça a de la valeur, etc., etc. La donnée, finalement, c'est récent par rapport à toute notre histoire depuis l'homme néandertal, quoi. Donc, ça, c'est pas concret. Donc, l'utilisateur, c'est pas rentré dans les mœurs, tout ça. Donc, effectivement, il se dit, sensibiliser, pourquoi ? D'abord, j'y comprends rien, parce que c'est trop technique. 2, je vois pas trop l'objectif. Et puis c'est que négatif. J'ai l'impression d'être un môme qui me dit, fais pas ci, fais pas ça. Et donc, forcément, même si la société veut mettre de la sensibilisation, effectivement, il y a, comme on disait, il y a des zones de friction parce qu'effectivement, l'utilisateur, on ne voit pas son intérêt. Voilà. Hier, on discutait avec David sur par exemple, le cloud. Il y a quelques années en arrière, tout le monde se posait la question en disant pourquoi je devrais mettre mes données sur le cloud.
Aujourd'hui, c'est presque devenu quelque chose de commun. Pourtant, quand ça s'est apparu, les GAFA ont fait beaucoup de choses pour dire venez, venez, venez. Et je donnais l'exemple du système bancaire, quand le jour où les banques ont dit venez, mettez vos biens de chez nous et puis on va les sécuriser. Enfin, voilà. Et je pense que quand ça a commencé, quand les banques ont commencé à avoir ce discours auprès auprès des citoyens, les citoyens ont dû avoir la même réaction en disant mais pourquoi je ferais ça? Et puis finalement, aujourd'hui, quand on a des objets de valeur, on va en mettre en banque, ou quand on a de l'argent, on va le mettre à la banque. Enfin, voilà. Donc effectivement, on est dans cette période de transition, quoi. Alors ça nous amène à parler un peu si ce n'est de la solution, du moins, en tout cas de pistes de solutions. Moi, pour introduire un peu cette partie, je voudrais vous raconter une petite histoire. Bon, c'est rapide, hein, mais qui peut-être illustrera justement le propos qu'on veut mettre en avant. Vous savez tous que Al-Qaïda, donc Ben Laden, a été traqué pendant des années et des années par les services secrets américains. Ils ont mis des moyens très importants pour retrouver la trace de Ben Laden et d'Al-Qaïda et parvenir à remettre la main sur le personnage. Eh bien, ils ont mis 10 ans. Alors, la question qui se pose, dans la mesure où c'était quand même les services secrets américains, donc ce qui se fait de mieux et en termes de budget et en termes de moyens, enfin de capacité à retrouver, comment ça se fait qu'ils ont mis 10 ans? Eh bien, ils ont mis 10 ans parce que Al-Qaïda a élaboré une politique de sécurité, entre guillemets, en ne mettant pas en place, enfin en faisant en sorte de réduire, voire de supprimer toute connexion numérique dans son utilisation et ne communiquer qu'à travers du papier. Donc ils ont mis en place en quelque sorte une stratégie sécurité qui leur a permis d'échapper pendant des années à la traque des États-Unis, enfin des services secrets américains. Alors moi j'aime bien cette histoire parce que d'une certaine façon, ça, effectivement, c'est quelque chose qui est compréhensible par n'importe qui ne comprend pas l'informatique, qui ne sait pas ce que c'est, vous lui parlez de serveur, il pense que c'est le gars du bistrot qui lui apporte son café, enfin, voilà. Mais par contre, quand on dit que oui, des personnes ont réussi, une espèce de David qui tient tête à un Goliath pendant des années et des années et des années, le laisse en échec. Eh ben, il le laisse en échec pourquoi? Il le laisse en échec parce que, effectivement, il a respecté un certain nombre de gestes. Et là, effectivement, tous les aspects, alors je suis d'accord avec Cédric qui disait que justement, toutes les préconisations qui sont données, c'est toujours du négatif. C'est vrai que c'est du négatif tout le temps, parce qu'en réalité, on a un peu l'impression qu'on a tout le temps fait mal. Tout ce qu'on a fait, c'est pas bien. Voilà. Et tout ce qu'on fait, c'est un peu comme si on se faisait réprimander parce qu'on a mangé de la mousse au chocolat, ou etc., etc. Enfin, un peu tout le temps. Le fait que dans nos habitudes courantes, il y ait un certain nombre de choses qui se fassent pas bien, c'est vrai que c'est difficile. Alors du coup, c'est des contraintes. Et ces contraintes-là, si en plus on ne les comprend pas, si en plus on ne les contrebalance pas avec un enjeu qui est compréhensible par tout un chacun, effectivement, ça marche pas. Alors, pour avancer un petit peu dans ce qui nous paraît être justement des aspects intéressants des pistes en réalité pour développer la sécurité informatique, eh bien justement, il y a cette méthode du narratif. C'est-à-dire que de raconter des histoires, de raconter des situations de cybersécurité, de raconter des cyberattaques, de savoir comment elles se sont produites, eh ben, ça peut permettre justement d'embarquer une population très largement et de lui donner envie, du coup, de comprendre ce qui s'est passé tel jour à telle heure, et puis de savoir qu'est-ce que ça veut dire que les différentes attaques. Si vous parlez à quelqu'un d'hameçonnage,
il va penser que vous parlez de pêche. Ben, voilà, il y a un hameçon. Alors, ok, enfin, même si vous dites phishing, bon, ok, c'est un peu rentré dans les mœurs, mais voilà. Si par contre, on présente une histoire avec des personnages, avec des personnes, avec une situation, quelque chose qui s'est produit, du suspense ou pas, mais en tout cas une situation dans laquelle il y a une petite trame narrative qui permet effectivement de se représenter ce que ça voulait dire et ce que ça a voulu dire pour les gens en question et ce que ça leur a coûté, ce que ça leur a rapporté, etc. Eh bien à ce moment-là, on est dans une autre configuration et on permet effectivement aux utilisateurs de s'identifier à cette situation et ça permet d'introduire justement qu'est-ce que c'est que ce phishing, qu'est-ce que c'est que un déni de service distribué, qu'est-ce que c'est que les autres aspects d'ingénierie sociale, etc. Donc voilà, nous, ce qui nous paraît un petit peu intéressant de valoriser, de réfléchir, c'est justement d'apporter des contenus pédagogiques qui sont basés, qui sont construits autour du narratif. Alors, il y a Michael qui a la parole. Alors oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, de toute façon, on imprègne beaucoup mieux autour d'une histoire qu'autour de choses trop factuelles ou trop une approche trop explicative. Donc l'histoire permet d'imprégner et d'embarquer les gens, ça c'est clair. Et ça fait écho. J'ai préparé un post LinkedIn, vous le verrez d'ici une dizaine de jours, je pense. Le titre, c'est arrivé près de chez vous. Et c'est exactement ça. C'est de raconter une attaque d'une entreprise, pas une grosse entreprise, une entreprise lambda, et justement de montrer comment ça s'est déroulé, etc. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut le compléter d'une seule chose, c'est que l'histoire va être retenue, mais il faut rajouter derrière un assessment autour du degré d'exposition. C'est-à-dire qu'on va écouter l'histoire et en fait, on va se dire non, mais ça, c'est les autres. Moi, je suis trop petit, ou moi, je suis très protégé, ou mais je suis inconnu, on ne me voit même pas. Et en fait, il faut vraiment associer cette approche-là avec un vrai assessment solide sur votre degré d'exposition en tant qu'entreprise. En fait, c'est quoi? Et quels sont les critères? Ce ne sont pas des critères systématiquement techniques. Il y a une partie technique, hein, parce qu'il y a la maturité de l'entreprise d'un point de vue structurel et technique. Ça, c'est l'assessment qu'on sait faire. Et il y a le degré d'exposition en tant qu'entreprise, en tant que telle. Et ça, il faut l'associer hein, pour convaincre que, en fait, c'est arrivé près de chez vous, c'est vrai, mais ça peut vous arriver aussi. Et ça, c'est toute l'histoire qu'il faut raconter et que j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus. Avec, on le voit partout, une entreprise sur deux qui a subi une attaque en 2023, en 2022. Il y a une étude, hein, la Césine, je pense que vous la connaissez très bien, qui reprenait en détail tout 2022 et qui fait une étude très très détaillée justement des attaques, quel type et quelles sont les entreprises, qu'est-ce qu'ils avaient mis en œuvre déjà. Enfin, il y a une étude très très complète. Mais voilà, ça c'est vraiment le point. L'histoire et le degré d'exposition, ça va ensemble. Alors, il y a Cédric qui a... Ouais, effectivement, sur la réflexion, c'est arrivé aux autres, ça m'arrivera pas, ça m'arrive pas à moi. Effectivement, il faut qu'on arrive à raconter une histoire, non pas forcément avec des personnages neutres, mais avec de montrer que ça peut être n'importe qui. Typiquement, moi j'ai dans la famille quelqu'un qui travaille dans un camping. Et elle m'a dit, moi, je vois pas pourquoi je serais attaqué, etc. Et la semaine d'après, j'avais un reportage, il y avait eu un papier sur, effectivement, un camping qui s'était fait pirater son compte Facebook et donc toutes les réservations et surtout tous les paiements ne lui revenaient pas, quoi. Donc voilà, ça démontre qu'en fait, il y a plein de moyens finalement de se faire voler des choses, du moins de se faire usurper, voler, enfin tout ça, et que il y a du concret pour tout le monde, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à trouver justement
raconter une histoire en parlant de Google qui s'est fait hacker, effectivement, bon, on va dire c'est de sa faute, hein, c'est tant mieux pour lui, il est trop gros, forcément, machin, etc. Comme le nombre d'attaques qu'il doit y avoir par jour, de tentatives d'attaque sur le FBI ou sur n'importe quel. Voilà, bon, c'est des choses. Donc l'idée, c'est d'arriver à raconter une histoire un peu fun, tout ça, avec des éléments qui soient percutants, finalement, pour dire c'est intéressant à écouter. C'est un peu comme si on devait raconter une histoire à soit un enfant, mais bon, c'est déjà le cas, puisqu'on fait toujours du négatif, mais comme si on racontait une histoire à nos grands-parents, et qui, eux, ne sont pas dans l'informatique, mais qui comprennent, si on met une image en face, quelque chose d'assez clair, quoi. Et je rajoute une chose, mais les petites entreprises sont aujourd'hui peut-être plus en risque que les grosses entreprises, hein, en vrai. Hein. Il y a des statistiques à démontrer. Hein. Les grosses entreprises ont investi en cybersécurité, donc ils sont tout à fait en capacité de faire la supervision, de rattraper quand ils sont attaqués. Les petits n'ont quasiment pas investi et sont très exposés. En vrai, la vraie cible aujourd'hui, ce sont les petites entreprises. Enfin, PME, TPE, les ETI, oui, carrément. Mais comme je disais au début, il y a des études qui le démontrent. Hein. Ouais, comme je disais au début, en fait, même quand la petite entreprise se dit, et puis son patron se dit, bon, ok, je vais mettre des moyens, je vais essayer, ils sont un peu seuls, quoi. Parce que finalement, ils n'arrivent pas forcément à trouver qui peut les aider là-dessus ou des choses comme ça. Alors oui, peut-être c'est une petite digression, David, mais je vous le dis simplement parce que j'ai déjà eu cette expérience-là et je pourrais même vous présenter quelqu'un qui travaille beaucoup avec les ETI au niveau industriel et qui a participé à des assessments de sécurité. Il y a l'assessment révèle plein de choses. Quand il est beaucoup trop alarmiste, les patrons de ces boîtes le mettent sous le tapis parce que la réalité est trop dure à encaisser et l'investissement est trop lourd à engager aussi pour rattraper. Donc, c'est vraiment une petite discrétion, je vous le dis. L'assessment, il y a vraiment un volet psychologique dans l'approche à adopter parce que si on est beaucoup trop pushy, malheureusement, ça donne des effets complètement inverses et contre-productifs. Pour les petits patrons de boîtes de 50, 100, 150 personnes, voilà, un petit message. Il ne faut pas leur faire peur, quoi. Alors, j'ai vu que Jérôme a mis son micro, peut-être qu'il veut intervenir. Non, mais je suis tout à fait en phase avec ce que dit Mickaël. Je pense qu'effectivement, l'approche, elle est très, très importante. Et après, pour trouver les partenaires, il faut se rapprocher peut-être de l'ANSSI. Je sais qu'il y a beaucoup aussi de plateformes qui sont mises en place. Il y a des entreprises partenaires qui proposent leurs services sur du CSIRT, sur de la réponse à incidents, ce genre de choses. Aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus éduqués, mais c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut réussir à mettre l'énergie au bon endroit. Je pense que d'avoir une approche un peu justement comme les CERT, donc du coup de communiquer aussi entre les entreprises sur des aspects de sécurité. Je crois savoir qu'à la Défense, ils ont fait une tour où tout le monde est rassemblé à peu près là-bas. Ces démarches-là, je trouve qu'elles sont intéressantes parce qu'au final, on se rend bien compte qu'en face aussi, les hackers, ils créent des APT, ils créent des groupes, il y a des mouvances, il y a toute une architecture aussi, une hiérarchie. Et côté Blue Team, en fait, pouvoir aussi se trouver des manières, en tout cas, de se renforcer les uns les autres, en fait, parce que déjà, on apprend de ce qui tombe dans la presse, mais idéalement, c'est apprendre avant que ça tombe dans la presse. Et oui, on a eu des détections de ça, de ci, de ça. J'ai l'impression que c'est déjà plus ou moins en place, justement, avec les CERT. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec l'équipe SOC, on reçoit beaucoup de bulletins, etc., d'informations, mais il y a peut-être des choses à consolider aussi sur ces aspects-là avec les différents canaux, Slack, Discord. On peut trouver des moyens de communiquer avec les bonnes personnes et d'avoir cette approche Blue Team, en fait, un peu sur tous les aspects cyber, en fait, que ce soit sur les bonnes pratiques en entreprise, justement ce qu'on est en train de parler là, de se le partager, mais à l'échelle des entreprises françaises, quoi. Ouais, mais juste pour David, juste oui, vas-y. c'est effectivement il y a plein de communications, mais je trouve qu'elles sont pas assez vulgarisées. Du moins, elles sont pas assez, elles sont trop techniques. Là, rien que dans ton discours, tu as parlé d'outils, CSIRT, CERT.
Après, tu t'adaptes à la population, à la cible que tu veux. Tu t'adaptes à la cible que tu veux. C'est vrai que là, j'ai l'impression que ça parle même plus technique que moi ce que je parle. Donc, j'essaie justement de m'adapter. Mais après, si ta cible sur ta communication en entreprise, elle est plus large, oui, je pense qu'il faut adapter. Mais c'est encore une histoire d'approche. Ouais, c'est ça, d'approche en fonction de la cible que tu cherches à atteindre. Mais il y a plein de choses à faire, en tout cas, je pense. Alors, justement, moi, je voulais juste rebondir sur les différents petits points qui ont été décrits. Et puis, peut-être qu'on conclura ensuite, puisque l'heure tourne et je sais qu'il y a des contraintes pour certains. Moi, je pense que toute cette partie, justement, qui a été évoquée, c'est-à-dire la politique de sécurité, indéniablement, il y a des efforts qui ont été faits. Ça, là-dessus, personne n'en disconvient, personne ne dit le contraire. Oui, la mise en place d'une politique de sécurité, elle est là, elle est présente, elle est réelle. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, nous, on a posé notre notre table ronde, le sujet de notre table ronde comme quels obstacles à l'adoption d'une politique de cybersécurité dans les organisations, c'est-à-dire malgré le travail qui a été réalisé, malgré l'ensemble des mesures qui ont été prises, eh bien on constate qu'il y a encore des blocages, il y a encore des difficultés, il y a encore un certain nombre de choses qui ne se font pas. Donc l'idée, c'est effectivement d'optimiser, donc pas du tout de remettre en cause le travail fait et fourni, parce que ça serait faux d'ailleurs, mais du coup, effectivement, le problème, c'est qu'il y a des gros trous dans la raquette. Et ces trous dans la raquette, la question qui se pose pour nous, c'est effectivement de tenter de les améliorer, sachant que, oui, nous sommes dans une situation où les attaquants eux-mêmes se préparent, profitent des faiblesses, profitent des difficultés qui se présentent et qui sont constatables. Et du coup, eh bien, il y a de la part de tous ceux qui se préoccupent de cybersécurité la volonté de trouver un moyen de transformer les choses. Donc, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette table ronde, de façon à ne pas, à moins que vous ayez d'autres questions, d'autres points que vous souhaitiez aborder. Sinon, de toute façon, effectivement, les initiatives comme donc c'est arrivé près de chez vous, ou encore des histoires de cybersécurité qu'on a, qui font partie de nos projets pour notre part, eh bien, ça veut dire effectivement des éléments de narration qui permettront d'être à l'appui de l'ensemble, d'autres contenus pédagogiques. Je crois que de ce point de vue-là, le fait de raconter des histoires, c'est une très bonne chose. Maintenant, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une fois que des gens ont été embarqués dans cette démarche, si on s'en arrête là, eh bien, ça reste un apéritif d'un repas qui ensuite n'arrive pas. Donc, ça veut dire que mettre en avant effectivement du narratif, je pense que c'est une très bonne chose, mais ensuite construire des contenus pédagogiques qui sont basés sur ce narratif et les utiliser effectivement dans des formations, dans des sensibilisations, dans des rencontres, eh bien c'est quelque chose qui reste à développer. Et voilà, pour notre part, on se propose justement d'aller dans cette direction. Très bien. Si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas. Sinon, je vous propose qu'on s'en arrête là. Je pense que 5 minutes, ça va être un peu court, mais il aurait fallu même plus de temps. Mais c'est une initiative qui est super, je trouve. Je crois qu'il y a des livres qui sont sortis. Je crois que j'ai entendu parler notamment d'un livre qui est raconté par un développeur, je crois, ou un hacker, et qui raconte mais ces sujets-là, je pense qu'effectivement, c'est une bonne tangente. Surtout avec les plateformes de podcast aujourd'hui, les Audible, etc. Je pense qu'il y a même des choses à creuser aussi sur ces formats. Mais super intéressant. Merci pour l'invitation, David. Enchanté encore à tout le monde. Mais c'est une bonne initiative, c'est une bonne démarche. De toute façon, justement, par rapport à cette démarche, nous avons en tête plusieurs projets.
Donc les podcasts, bien sûr, en font partie, mais aussi des vidéos animées et des rencontres régulières, donc auxquelles vous serez invité si vous êtes intéressé d'y participer de nouveau. Avec plaisir. Bien, je vous propose qu'on s'en arrête là. Bonne journée à vous et à bientôt donc. Bonne journée. Merci, bonne journée, messieurs. Bonne Au journée. revoir. Au Au revoir.